Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Moi, je suis Laetitia Rocher, je travaille à l'ORIV, plus particulièrement sur les questions de politique de la ville et de participation des habitants. L'ORIV est le centre de ressources politique de la ville, lutte contre les discriminations et intégration du Grand Est. Donc, on a grosso modo 3 missions qui sont la mise en réseau des acteurs, la qualification des professionnels et la diffusion de connaissances. Aujourd'hui, on est donc ensemble pour ce cycle de qualification sur la mise en place du fonds de participation des habitants. Alors, juste peut-être un mot pour vous dire pourquoi on a organisé ce cycle. En fait, ça vient d'une demande, enfin d'un constat que l'on a fait lors d'une journée organisée le 5 décembre dernier à Strasbourg, où on avait fait une journée sur la participation des habitants et les questions de démocratie locale dans les quartiers. Et puis, on avait un atelier sur le fonds de participation des habitants, où l'on amenait les individus à se questionner sur qu'est-ce qui se passerait si ça n'existait pas? Qu'est-ce qu'on gagnerait et qu'est-ce qu'on perdrait? Et puis, en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissaient pas le fonds de participation des habitants, ou en tout cas, on avait une vision très, très nébuleuse. Donc, on s'est dit que ça valait le coup de mettre en place ce petit cycle de qualification qui a une visée assez pédagogique. Alors, ça va être quand même assez descendant, hein. On est dans un temps où vraiment on vous donne de la connaissance. Le but, c'est qu'à l'issue des 3 séances, vous puissiez ressortir avec une vision claire dans votre tête de vous dire: «Bah, si je veux mettre un fonds de participation des habitants, première étape, deuxième étape, troisième étape, je fais ça et heu et je peux passer à l'action». Alors aujourd'hui donc, on est dans une séance, plutôt introductive. D'une part, cette séance va nous permettre de revenir un petit peu sur l'histoire du FPH, depuis combien de temps ça existe, qu'est-ce qui est spécifique à ce fonds? Donc c'est avec, Muriel Maffesoli, donc directrice de l'ORIV, que nous reviendrons là-dessus. Et d'autre part, on va revenir aussi sur, les textes qui encadrent, ce fonds, notamment la circulaire du 1er juillet 2024 que je pense vous avez vu passer. Et puis sur les attentes, notamment de l'ANCT vis-à-vis de ce fonds. Et donc c'est, pour ça que nous avons aussi le plaisir d'accueillir Eléa Boucheyrak et Nadia Yamaren de l'ANCT qui nous présenteront tout ça. Sans plus attendre, je passe la parole, à Muriel, sauf si vous avez des questions très particulières, mais à ce stade, je ne pense pas. Donc Muriel, à toi, à toi la parole. Bonjour à tous et à tous, donc Muriel Maffesoli, directrice de l'ORIV. Je vais faire une petite introduction, mais très rapide, puisque l'enjeu, c'est surtout de parler du contexte actuel, et du coup, ça sera l'ANCT en particulier qui reviendra sur ce point, puisque c'est une circulaire qui émane de l'État. Du coup, on s'était dit avec Laetitia que c'était intéressant de rappeler quand même, puisque le fonds de participation des habitants, il y a la notion de participation. De quoi on parle finalement quand on parle de participation? Alors, je ne vais pas faire très long sur ce point, mais c'est important de rappeler de finalement, quand on parle de participation, on a des contenus très différents, des procédures, des démarches qui impliquent différemment les habitants. Alors là, on n'est pas forcément sur la politique de la ville, hein. La participation citoyenne ou la participation des habitants, c'est un enjeu large et pas seulement en direction des territoires ciblés. Il nous a semblé intéressant de vous proposer le schéma que vous voyez avec Alors 5... moi, je vois pas le schéma par contre. Ah, Je sais pas pour les autres, vous avez non, on voit pas. En fait, on voit pas le PowerPoint qui bouge. ok, bon, tout va bien. Ok, donc je vais procéder autrement. Attends. Peut-être le mettre en diaporama, ça aidera peut-être. Ouais. Donc là, j'ai remis. Là, vous le voyez ou pas? Oui. Oui. Alors, je vais essayer de mettre en diaporama. Le problème, c'est que je ne vois pas où il est. Désolée. Mais si tu le laisses comme ça, c'est visible quand même. Oui, mais c'est pas terrible. Enfin bon, C'est bah, je bon, reste comme ça, alors. Muriel. Bon, du coup, je disais effectivement qu'on peut avoir 5 grands niveaux
Du coup, selon les contextes, etc., on peut avoir des éléments de fonctionnement différents. Les 5 niveaux, c'est une communication d'information qui est en fait à minima, quand on parle de participation, c'est le premier niveau, au moins avoir des informations, etc. Alors, la question qui peut se poser sur ces questions d'information et de communication, c'est que souvent, c'est les pouvoirs publics qui donnent une information en direction des habitants. On pourrait aussi réfléchir sur des informations par un tiers et avoir une expertise auprès des habitants, par exemple. C'est pour ça que j'évoque ces différents niveaux. Le niveau 2, c'est l'écoute. Alors l'écoute, bah, c'est un élément important. Donc effectivement, des personnes qui s'expriment, on prend acte de ce qui est dit. Ça ne veut pas dire pour autant que ça a un impact en tant que tel. Et donc ça, c'est un élément sur lequel on va revenir. Aller solliciter une parole et qu'on n'en fait rien, ça pose un vrai problème pour la suite. Donc la participation, là, sur l'écoute, ok, elle n'est pas suffisante à notre avis. Le troisième niveau, les questions de consultation. Donc, on est à une interaction en tant que telle et sur un certain nombre de dispositifs ou de démarches architecturales ou au niveau urbaniste, c'est une obligation légale aujourd'hui, les questions de consultation. La question qui se pose le plus souvent, c'est comment aller chercher les personnes les plus concernées en termes de consultation. Au titre de la politique de la ville, à plusieurs reprises, ça a été de la question d'aller vers pour aller toucher les publics les plus éloignés en tant que tels. Le quatrième niveau, c'est la question de l'engagement. L'engagement, il peut relever de dimensions très différentes. L'enjeu, c'est que souvent, on y met derrière des instances. On attend la participation à un engagement, etc. La réflexion qu'on a aujourd'hui sur les questions d'engagement vont bien au-delà de la question d'une implication dans des instances et nécessite peut-être de repenser notre manière de penser l'engagement au quotidien et les travaux que l'on peut mener au niveau de l'ORIV avec des chercheurs autour de la question de la jeunesse, on se rend compte qu'on a des formes d'engagement très différentes. Très souvent, on le renvoie sur le monde associatif et aujourd'hui, on a d'autres formes d'engagement. Le cinquième niveau, c'est autour de la question du partenariat, de la co-construction et du travail collaboratif. C'est ce que l'on vise le plus souvent quand on est intéressé sur la question de la participation citoyenne, c'est justement le fait de co-construire un dispositif, une action, etc. Et finalement, au titre de la politique de la ville, historiquement, c'est ce qu'on a toujours essayé de toucher en tant que tel. Et dès le départ de la politique de la ville, et là je reviens sur un des rapports qui est à l'origine de la politique de la ville, c'est le rapport du Bedou de 1983 qui s'appelait Ensemble refaire la ville. Petit clin d'œil, hein, un rapport qui est sorti il y a quelques mois autour de la réflexion pour un ANRU 3 porte un titre quasiment identique, donc c'est pas par hasard, hein. Voilà, c'est pour rappeler l'origine. Je tiens à préciser qu'avant même 1983 et ce rapport, en 1977, on a eu un premier dispositif qui est le pré-politique de la ville, qui s'appelait Habitat et vie sociale. Et ce dispositif, il s'appuyait sur le lien entre bailleurs et habitants. Donc vraiment une préoccupation au titre de la politique de la ville, de la participation des habitants, entendue comme une implication au quotidien et une condition de la réussite de la politique de la ville. C'est pas un moyen, c'est une condition de la réussite de la politique de la ville. Voilà. Après, c'est une volonté réaffirmée de manière constante depuis 1983 avec des circulaires, des textes, etc. Pour autant, on a une réalité très variable et très évolutive parce que, bah, voilà, il faut rappeler, pardon, la participation des habitants, elle est avant tout une dimension de démocratie locale.
Et la démocratie locale renvoie aux élus on a une tension quand même toujours entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Et pour beaucoup d'élus, la dimension majeure, c'est celle de la participation représentative. Et donc, quand on veut travailler sur la participation des habitants, il faut bien le rappeler dans la démocratie locale et que on va certainement l'évoquer sur le propos de la NCT. C'est un enjeu aussi de travailler avec la collectivité ou les collectivités parce qu'il faut aussi qu'ils sont partie prenante de cette implication des habitants et la reconnaissance de ce que s'expriment les habitants. Du coup, comme je le disais, hein, c'est un enjeu incontournable de la politique de la ville. Mais si cette question de la participation des habitants est quelque chose qui s'est inscrit dès le départ de cette politique de la ville et que finalement un ADN de la politique de la ville, aujourd'hui, la plupart des politiques publiques sont impliquées et regardent la question de la participation. On a de plus en plus l'enjeu de la prise en compte de ce qu'on appelle les premiers concernés, donc le public en tant que tel, et dans le domaine de la santé, dans le domaine urbaniste, dans tous les domaines, dans l'action sociale, on a des décrets, des textes qui expliquent pourquoi il est important d'impliquer en premier lieu les premiers concernés. Alors on va parler d'expertise d'usage, etc. Même le terme d'expertise d'usage pourrait être limitatif parce que c'est comme si la limitité, la la légitimation des personnes serait liée au fait d'habiter à un endroit. Et du coup, parfois, on limite la participation habitant au fait du quartier en tant que tel et pas une réflexion générale. C'est pour ça qu'on renvoyait sur la démocratie en tant que telle. Un habitant, quel que soit l'endroit, il peut s'exprimer sur tous les sujets. Deuxième élément important dans cette réflexion autour de la démocratie, la participation, c'est qu'aujourd'hui, on est convaincu que les politiques publiques partent aussi, pour être réussies, elles passent par ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est les habitants. Et s'ils n'apprécient pas et ne connaissent pas les politiques publiques et ne peuvent pas s'impliquer dans une démarche, une action, etc., on va louper la politique publique. Donc, on est bien d'accord, la politique de la ville, c'est la participation des habitants. Ce n'est pas seulement un enjeu pour la politique de la ville aujourd'hui, et c'est un enjeu d'avoir une approche plus large. Différents outils, historiquement, au titre de la politique de la ville, ont souhaité d'être renforcer cette question, la participation habitante, puisque je disais qu'elle a été complexe à plusieurs reprises. Il a fallu le rappeler, etc., du côté de l'État. Pardon. Bien évidemment, dans ce domaine, on peut parler de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, celle du 21 février 2014, qui a été un élément majeur hein, sur la participation, puisque en fait, pour la première fois, la création des conseils citoyens, qui a beaucoup de travaux hein, sur ce sujet, les points positifs, les points négatifs, c'est pas le sujet aujourd'hui en tant que tel, mais on pourra peut-être en reparler tout à l'heure hein, dans le lien avec notre préoccupation, le fonds de participation des habitants. Mais au-delà de la loi du 21 février 2014, on a des outils plus anciens qui ont souhaité mettre en avant ou comment dire, optimiser la question de la participation des habitants. Du coup, on s'est dit, mais aujourd'hui, ou historiquement, la participation des habitants, elle s'est concrétisée au titre de la politique de la ville sous quelle forme? Grosso modo, pour être très rapide, on peut avoir différentes approches. Organiser des temps d'échange, c'est le plus simple d'une certaine manière, hein. On en a quand même régulièrement et cetera. Alors, voilà, niveau local, la mise en place des instances, on évoquait juste avant les conseils citoyens,
aussi recueillir la parole d'habitants et des personnes, quelles qu'elles soient, des jeunes, des personnes âgées, etc. Inciter à la création associative, je le disais, qui est un des éléments de l'engagement, mais aussi susciter et soutenir les initiatives des habitants. Ce qu'on peut constater, avec le temps, c'est que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la forme que peut prendre la participation des habitants, pour nous, il y a 3 conditions communes, entre guillemets, de réussite et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en mémoire dans, notre séance d'aujourd'hui et peut-être revenir tout à l'heure, là-dessus et en écho de ce que je disais précédemment. Heu, une des conditions, c'est donner les moyens d'organisation, que ça soit pour un conseil citoyen, un événement, une initiative et cetera. Donc donner les moyens, y compris les moyens qui peuvent être humains et ou financiers. Respecter la parole et les avis exprimés. Je le disais tout à l'heure sur la question de la consultation. Pour nous, au niveau de l'ORIF, c'est quelque chose auquel on est, très attentif, y compris dans les démarches que nous menons, sur les territoires. Et un 3e élément, c'est organiser collectivement les modalités de participation. C'est-à-dire que, on doit être partie prenante, que toutes les parties prenantes puissent être impliquées dans ce cadre-là. Heu, au titre des contrats de ville actuels 2024-2030, on a au moins, 2 circulaires, qui, mettent en avant en particulier les questions de participation, citoyenne, avec la circulaire du 15 mai 2023, où là, elle est ciblée sur la concertation citoyenne, avec une attention très attentive sur les questions des moyens et les retours vers les habitants, en tant que tels et pas seulement en termes d'instances et la circulaire du 31 août 2023 qui rappelait bien que la place des habitants des quartiers politiques de la ville sont partie prenante de toutes les parties, d'un contrat de ville, les instances, mais aussi, les diagnostics, les démarches, et cetera, le lien avec les bailleurs, et cetera. C'est-à-dire que c'est quand même les habitants qui sont les premiers concernés, par, la participation, enfin la politique de la ville et donc, comment on le travaille au quotidien avec eux. Du coup, pour, avant de passer la parole à MCT sur le contexte, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on a des outils, qui sont, pour certains anciens, notamment le fonds de participation des habitants n'est pas un outil nouveau. C'est, une circulaire du 25 avril, 2000, qui en fait a défini, un premier cadre, autour du fonds de participation des habitants. En fait, cette circulaire, elle était issue, des comités interministériels des villes qui avaient eu lieu en 1998. On en avait eu 2, un au mois de juin et au mois de décembre, ils avaient, ce comité interministériel des villes, insisté sur l'importance et de la participation, des habitants. À l'époque, le fonds de participation des habitants, grosso modo, visait 3 objectifs aussi: renforcer et simplifier l'implication des habitants dans la vie locale, soutenir les dynamiques existantes et transformer les pratiques institutionnelles. Ça me paraît important de le dire que, la difficulté dans laquelle on est, c'est que si ce fonds de participation existe depuis longtemps, et que c'est un moyen quand même simple, et qui a montré ses qualités au fur et à mesure du temps, quoi qu'il en soit, en fait, on a des réalités très différentes. Pour le Grand Est, on n'a pas tant, de démarches de ce type qui ont été mis en place. Alors, c'est vrai que pour certains, on a des évolutions avec plutôt des fonds de soutien, des fonds d'initiative, on peut avoir d'autres termes, et cetera. Mais, le constat, comme le disait, Laetitia précédemment, on s'est rendu compte que finalement, il y avait une très mauvaise connaissance de ce que l'on pouvait, mettre en place en tant que tel et surtout, qu'est-ce que ça pouvait apporter, en tant que tel. Je pense que la question de,
de l'initiative, etc. Le fonds de participation des habitants a fait l'objet quand même avant 2000 des démarches, initiatives, enfin des expérimentations sur plusieurs territoires, notamment sur le territoire de Nord-Pas-de-Calais. Et donc dès 1990, en fait, on avait des expérimentations. Ensuite, on a une expérimentation assez conséquente sur Nord-Pas-de-Calais pour arriver à cette circulaire du 25 avril 2000. Alors, je ne vais pas la développer aujourd'hui parce que ça ne nous sert pas à grand-chose, entre guillemets, puisqu'on en a une nouvelle et qu'on va plutôt s'intéresser sur la circulaire actuelle. Mais je crois que c'est important, vraiment. On a aussi pas mal de travaux qui montrent que ça a permis de travailler sur l'image du quartier, de transformer les relations entre les élus et les professionnels et les habitants, de soutenir des initiatives type fête de quartier, sortie familiale, la manifestation culturelle, des formations, un forum de la vie associative, voire des actions de gestion urbaine de proximité. Donc tout ce qui fait finalement la vie quotidienne pour les habitants, avec ce sentiment aussi de pouvoir, d'avoir du pouvoir d'agir, certes à un niveau petit, mais quand même avec la volonté d'avoir un mode de financement pardon, souple et rapide. Et du coup, effectivement, lors du comité interministériel des villes du 27 octobre 2023, le législateur a souhaité, et la ministre pardon, de l'époque, c'était la volonté de développer le fonds de participation des habitants pour donner du pouvoir aux habitants prêts à porter des projets dans leur quartier. Et du coup, on a une circulaire du 1er juillet 2024 qui précise les modalités. Et du coup, je vous propose de passer la parole à la NCT pour présenter cette circulaire que porte l'État en tant que tel. Merci beaucoup Muriel. Effectivement, Eléa et Nadia, je vous propose de prendre la suite directement. Bonjour à toutes et tous, merci de nous avoir conviés et merci de nous permettre de présenter le dispositif qu'on essaie de faire connaître davantage aussi et qui existe, c'est vrai, sous différents noms, mais nous, l'objectif, c'est effectivement de vous parler plus en détail de la circulaire qui est sortie l'année dernière et puis de vous présenter le fonds de participation des habitants qui est bien le dispositif piloté par l'État. C'est vrai que des fois, on peut le retrouver sous d'autres noms et présenter les mêmes caractéristiques, c'est qu'il y avait besoin d'un petit rafraîchissement, puisque ça faisait 24 ans qu'il n'y avait pas eu de texte réglementaire sur le FPH. Donc voilà, on s'est attaché à réactualiser le cadre pour plusieurs raisons. Donc on va vous présenter ce qu'est d'abord le FPH et ses textes réglementaires. Donc, il y avait effectivement la circulaire du 1er avril 2000 sur laquelle vous êtes revenu. Donc, je vais passer et pas m'étaler plus sur celle-ci et plutôt vous parler de celle qui est sortie le 1er juillet 2024. Je veux bien, Nadia, merci. Pardon. Celle qui est sortie le 1er juillet 2024, donc qui actualise le cadre de la mise en œuvre des FPH. Et donc, l'objectif, c'est de la cadrer davantage, notamment sur le volet organisationnel, et de proposer aussi plusieurs outils, ce qui n'avait été pas le cas sur la précédente circulaire, au service de l'État, des outils qu'on vous présentera plus tard. Et l'une des évolutions aussi majeures, c'est que la structure de la politique de la ville a muté. Il y a eu entre-temps les délégués du préfet qui sont arrivés et on s'est aperçu aussi que au sein de la circulaire 2000, il n'y avait pas l'État qui était présent, notamment au comité d'attribution. Et l'idée, c'était de réintroduire l'État, pas pour du contrôle, mais pour réimpulser aussi les projets, les impulser aussi parfois, puisque c'était nouveau, et de placer soit le délégué du préfet, mais pas seulement le délégué du préfet, aussi des référents de l'État dans les territoires au sein du dispositif. Donc ça, c'est l'une des évolutions majeures. Donc, concernant les projets financés par le FPH, donc, le FPH permet un soutien à des micro-projets
donc d'un montant ponctuel, pardon, des projets ponctuels ou d'un montant égal ou inférieur à 2 000 € et justifiant un mode de financement souple et rapide via via la fiche projet qu'on vous présentera. Et pourquoi il y a un seuil? Parce qu'au-dessus de 2 000 € ça fait des sommes qui commencent à être conséquentes et qui tomberaient dans le contrat de ville. Donc, lors du travail autour du FPH, il a été décidé, et c'est aussi l'esprit du FPH, des petits projets, de fixer un montant à 2 000 €. Et donc, comme la circulaire 2000, les initiatives soutenues peuvent être des fêtes de quartier, des sorties familiales, des manifestations sportives, culturelles, des actions de promotion de la santé, des actions de gestion urbaine de proximité. C'est assez large, c'est fait exprès pour que les habitants puissent proposer des projets qui soient adaptés à leurs besoins et au contexte du quartier. Donc, on est dans le même esprit que la circulaire 2000 s'agissant de la nature des projets. Et là, ce qu'on a aussi introduit, c'est que le FPH ne peut pas être utilisé comme un moyen de financement des conseils citoyens ou d'autres instances participatives. Il doit bien s'agir de projets à l'initiative des habitants. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de dévoiement du dispositif, parce qu'on a mené une petite étude sur le FPH. On avait étudié une 50aine de FPH. Et on s'était rendu compte que parfois, il servait à financer les conseils citoyens, ce qui n'est pas l'esprit du dispositif. Et donc, le FPH, à qui il s'adresse? À l'ensemble des habitants d'un quartier, d'un immeuble, d'une rue, d'un îlot des QPV. Donc, il s'agit de financer des projets pour les habitants des quartiers. Principalement, ces projets doivent être situés effectivement dans les QPV, parce qu'ils sont pour les habitants de la politique de la ville. Donc nous, oui, c'est vrai que notre prisme, c'est les QPV et une définition géographique de ce qu'est la politique de la ville. Enfin, pas seulement géographique, mais aussi basé sur le seuil de bas revenu, mais ça, vous le savez également. Et donc, ces projets ils doivent concerner les habitants du quartier. Ils peuvent être hors du quartier. Ça, c'est pas forcément, il n'y a pas quelque chose qui l'interdit dans la circulaire ou dans la charte de fonctionnement, mais cela doit être justifié. Donc, pour les objectifs du FPH, hop, la slide suivante. Je veux bien la slide suivante, Nadia, si tu peux. Merci. Donc, on a non, je t'en prie, c'est pas grave. Promouvoir les capacités individuelles et collectives des habitants à s'organiser et à monter des projets et les soutenir. Donc, l'ANCT, enfin notre équipe au programme Lien Social, a publié un état des lieux de la participation des habitants en février 2023. Cet état des lieux, il est sur 2014-2023 et il formule plusieurs préconisations, notamment la reconnaissance de la participation des habitants et de leurs projets. Donc ça, c'est aussi l'un de nos objectifs, c'est comment on reconnaît la participation, et ça passe par des dispositifs, par des moyens aussi donnés aux habitants. Hop. Il y a le fait de favoriser la réalisation de projets ponctuels d'habitants ayant un impact sur le... Merde, excuse-moi. Je t'en prie. Ouais, nickel. Parfait. On bouge plus. Super. Donc voilà, pardon, je reprends ce point-là. Favoriser la réalisation de projets ponctuels d'habitants ayant un impact sur le quartier et non financés dans le cadre des appels à projets de la politique de la ville. Donc c'est bien un dispositif à part qui finance les projets des habitants. Et ça permet aussi de créer une dynamique participative dans le quartier. C'est comment on impulse aussi la participation dans le quartier. Et ce dispositif, ça peut être un outil. Puis, à favoriser l'émergence de projets par la mutualisation de compétences entre associations et habitants. Donc là, ça permet aussi aux habitants d'avoir une meilleure connaissance des acteurs du quartier, et pas seulement du quartier, mais aussi de la structure de la politique de la ville et comment les projets naissent dans les quartiers, afin de rencontrer la collectivité, l'État, les différents financeurs et partenaires du contrat de ville qui sont aussi associés au FPH. Et donc le FPH, il permet l'émergence de projets initiés par les habitants des QPV, et il est porté les projets sont portés par des collectifs d'habitants constitués ou non en association. Et donc sur le point 2 et sa mise en œuvre plus concrètement. Donc c'est un outil de la politique de la ville qui peut être à l'initiative de l'État ou de la collectivité. Donc la collectivité peut aller au-devant
de l'État et dire nous, on souhaiterait mettre en place un FPH, ou l'État peut dire on trouverait ça intéressant qu'il y ait un FPH sur votre ville et sur tel QPV. Et donc les financements, c'est l'État qui abonde le FPH au titre du 147. Et donc il y a effectivement, forcément, on est dans le cadre de la politique de la ville qui est par nature et par essence partenariale. Donc la ville, la CAF, les bailleurs sociaux également peuvent être cofinanceurs du fonds. Et donc quelle articulation avec les contrats de ville? Moi, je rajouterais, Muriel, aux différents textes qui parlaient participation, la circulaire du 7 novembre 2024. Bon, c'est vrai qu'on a eu 4 ministres, ce qui fait qu'il y a eu une succession aussi de circulaires et de textes à s'approprier. Donc, vous êtes toutes pardonnées. C'est normal. Donc, cette circulaire, elle dit que les contrats de ville quartier 2030 doivent prévoir un cadre formel garantissant la participation des habitants durant toute la durée du contrat. Dans le cadre justement ce qu'on peut appeler un volet participation, le FPH, il peut être un outil au service de la participation des habitants et venir concrétiser les actions. Voilà, il peut s'inscrire dans ce cadre-là. Et dans l'éventualité d'une nouvelle circulaire qui sortirait, l'ANCT, enfin l'ANCT, la ministre, et donc son administration, l'ANCT, proposerait aussi une trame de volet participation des habitants qui reprendrait les outils de la participation et aussi le FPH, qui serait articulé avec le contrat de ville. Et donc, concernant l'évaluation du dispositif, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas donné les outils pour l'évaluation du dispositif à l'échelle locale, mais à partir de la circulaire et de la charte de fonctionnement, il est possible d'évaluer comment les habitants ont été impliqués. Et à l'issue de l'évaluation, vous vous apercevez que ça a été compliqué de finalement impliquer les habitants dans le cadre du FPH. Et donc, vous en tirez plusieurs leçons, comme comment communiquer mieux sur ce fonds. Il peut y avoir l'analyse des processus de mise en œuvre du FPH. Est-ce que le fonds est connu par les habitants du quartier? Est-ce qu'il y a des mécanismes de soutien, d'accompagnement de collectifs d'habitants? Et par exemple, un des enseignements ou une des solutions à comment accompagner les habitants ou à les constituer en collectif, ça peut être, est-ce qu'on peut mobiliser une structure type centre social pour faire connaître le dispositif et fédérer des groupes d'habitants aussi autour de ce fonds afin de proposer des projets? Il peut y avoir la mesure de l'impact des projets financés qui peut être quantitative. Combien d'habitants se sont rendus à la fête de quartier organisée ou qualitative? Est-ce que cela a permis aux habitants de se réapproprier l'espace public dans certains cas? Nous, c'est des choses qui nous sont remontées via un autre dispositif qui est quartier d'été, qui est que les actions en pied d'immeuble permettent aux gens de se réapproprier l'espace qui peut être fréquenté différemment. Et juste pour compléter Habituellement. avec Eléa, il y a un acte attributif en fait dédié à le fonds de participation où il est indiqué à l'intérieur aussi les méthodes d'évaluation et indicateurs qui vous sont proposés dans ce modèle type. Et merci Nadia, Désolée. c'est vrai, il y a l'acte attributif, effectivement. Vous pouvez aussi évaluer la gestion de la gouvernance. Est-ce qu'il y a une vraie représentativité des acteurs du quartier, des habitants, dans le cadre de cette gouvernance? Et donc, la transition est toute faite. S'agissant c'est travaillé, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, s'agissant de la gouvernance, on a le comité d'attribution. Le comité d'attribution, ça va être le service politique de la ville, de telle commune ou de l'association qui est gestionnaire et porteur du fonds, qui assure le financement direct des actions. Le reversement n'est pas autorisé, ça va être sur facture. Et tous les projets déposés par les habitants dans le cadre du FPH sont soumis à l'appréciation du comité d'attribution. Et cette instance, elle examine les dossiers et décide de l'opportunité du soutien des projets après une audition des différents porteurs. La composition, donc on a effectivement les financeurs, les cofinanceurs du FPH, l'État, la ville, bailleur, la CAF, s'ils sont cofinanceurs, bien sûr. Et puis, on a les habitants qui sont impliqués et les acteurs du quartier. Et le comité d'attribution a la possibilité de convier des personnes qualifiées. Ensuite, le comité de pilotage, donc qui se réunit une fois par an et qui est composé obligatoirement de l'ensemble des partenaires du FPH, d'un représentant de l'État, d'un représentant de la collectivité, des représentants des autres cofinanceurs et des collectifs d'habitants qui peuvent être conseils citoyens, table de quartier, amicale de locataires. Donc ceux qui sont jugés pertinents
dans le cadre du FPH local. Et le comité de pilotage, veille à la bonne gestion du fonds et assure la mise en œuvre de l'évaluation. Donc, il peut modifier les orientations, procéder à une révision du montant de l'enveloppe, voire le suspendre. Donc là, c'est pire des cas, mais on l'a aussi envisagé. Et un compte-rendu et le relevé de décision est produit par la secrétaire de séance à la suite de chaque comité de pilotage afin effectivement qu'il y ait un bon déroulement de ce comité et aussi puisque ce comité de pilotage peut définir les modalités d'évaluation du FPH sur toute l'année. Donc se dire on se fixe tel objectif et à la fin on en tire les enseignements. Et il peut aussi définir les orientations du FPH pour l'année suivante. Et donc les outils du FPH, Nadia, je vais te laisser les présenter. Et Léa. Alors, je me présente, je suis Nadia Marine, je suis chargée de projet à la NCT au sein du programme Lien social Image des quartiers, donc avec Léa Bouchirac. Je ne vais pas en dire plus que ça. Je voudrais juste, avant de parler des outils, vous donner un peu un terme de chiffres, en fait, de 2023 qu'il y a eu sur le fonds de participation. On a eu plus de 140 fonds de participation qui ont été financés pour un montant total de 747 780 €, soit en moyenne à peu près de 5 334 € par fonds. C'est vraiment des indicateurs que vous pourrez retrouver via l'outil, enfin, pour ceux qui sont de l'État, les outils qui sont mis à disposition. Et là, nous sommes en cours en fait de finalisation. On a complètement terminé la création en fait, d'un espace ressources qui sera dédié à la participation des habitants, qui sera intégré via la plateforme de la grande équipe. En fait, on attend en fait la dernière circulaire qui doit être donc signée sous peu, qui sera donc mise dans cet espace et que cet espace sera ouvert à l'ensemble du public. Et dans cet espace, vous y retrouverez donc un accueil avec la présentation de la participation des habitants. On a des actualités comme les quartiers 2030. On a des ressources, hein, les textes de loi, un état des lieux des démarches participatives, le fonds de participation. On a également aussi des leviers existants comme donc les conseils citoyens, les tables de quartier, ainsi que les associations. Et on a également dans cet espace ressources les formations type les centres de ressources. On a également aussi, bon, bah, là c'est en direction en fait des conseils citoyens de les rues, hein, sur les formations dans le cadre de vie. Mais on a également aussi dans cet espace un kit, donc fonds de participation spécifique, où vous allez retrouver en fait la charte de fonctionnement. Vous allez également retrouver les courriers de notification et attribution, donc, ou refus, hein, bien sûr, de l'action qui sera portée sur le FPH. Vous avez la fiche projet aussi, c'est vraiment le modèle type. Et vous avez également aussi la composition des membres du comité d'attribution. Donc, c'est un kit spécifique du fonds de participation, un outil qui pourra vraiment vous appuyer pour toutes les démarches en fait des actions portées par le fonds de participation. Et donc tous ces documents-là et ce kit seront dans cet espace ressources. Et bien évidemment, on pourra envoyer le kit via donc l'ORIF qui pourra vous les transmettre. Voilà, si vous voulez porter en fait une action du fonds de participation. Voilà, mais cet espace ressources, voilà, vous aurez vraiment tous les documents utiles et qui pourront vous appuyer sur la participation en général, mais également sur le fonds de participation des habitants. Et quand je terminerai de partager l'écran, je vous enverrai par le chat en fait l'état des lieux qui a été mis en place, enfin qui a été fait par la NCT, donc par notre pôle, mais également aussi le rapport qui a été évalué par ATD Carmonde, qui est vraiment très bien fait et qui va vous permettre aussi de vous appuyer avec tous les freins et les leviers qu'ils ont pu mettre dans ce rapport et l'état des lieux. Voilà un peu ce qui concerne les outils et l'espace ressources qui sera mis à votre disposition. Merci. L'un des objectifs, c'est effectivement pour nous de faire connaître le FPH. Donc Nadia vous a parlé de chiffres. On a aussi des sommes, on a aussi des montants, nous, à l'année que l'on voit sur le FPH. Et c'est vrai qu'il y a eu moins de FPH en 2023. On espérait aussi le relancer par la circulaire. Donc, dans le cadre d'une consultation nationale quartier 2030, vos projets pour les quartiers qu'on a menés, où il y a eu plus de 6000 réponses, donc plus de 3000 par des habitants qui vivent en QPV. Il y avait une partie de la consultation qui était uniquement dédiée à la participation des habitants, donc des questions dédiées aux habitants des quartiers. Si on habitait hors QPV ou que l'on travaille dans le domaine politique de la ville, on ne pouvait pas répondre à cette partie-là du questionnaire.
Et une question était posée aux habitants, c'était est-ce que les habitants connaissent est-ce que vous connaissez la possibilité de participer à des réunions qui concernent votre quartier? Donc sur 3339 répondants, 44% disent oui. Et à la question pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui ne participaient pas, pourquoi ne participez-vous pas à ces réunions? Les habitants répondent à 65%, je ne connais pas. Voilà. Mm. Donc Muriel, vous parliez, c'est vrai, au-delà de la reconnaissance, mais de moyens pour les habitants, mais il y a aussi la capacité à promouvoir, nous, nos dispositifs, à les faire connaître, à communiquer. Et c'est aussi l'un des enjeux du FPH pour nous. Et puis, il y a aussi la reconnaissance, bien sûr, de l'engagement des habitants. Et puis, à la question, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la participation des habitants? La première réponse identifiée, là, c'était une question aussi fermée. La première réponse des habitants, c'est une information claire et partagée. Et c'est pas forcément la question des moyens qui arrive, même si elle est en deuxième ou troisième position. Et ça, c'est sur plus de 1500 réponses. Donc voilà, nous, on s'attache effectivement au fond du dispositif, à sa mise en œuvre concrète et également à la promotion. Mais ça, c'est l'ensemble des questions d'accès au droit qui, je crois, croisent ce sujet de la communication et de l'information. Et merci pour votre écoute et à nouveau pour cette invitation. Alors, un grand merci à toutes les trois, Muriel, Eléa et Nadia. Dans le chat, nous avons pour l'instant juste quelques petites questions. Donc, la somme d'un projet alloué peut-elle être inférieure à 2 000 euros? À ma connaissance, oui, hein, étant donné qu'on est sur du financement de micro-projets. Et du coup, une question qui est en lien sur les types de projets qui ont été en majorité financés ces dernières années. Est-ce que vous avez une visibilité là-dessus par rapport justement du coup, aux différentes évals là, que vous avez, ou études que vous avez pu faire ou aux différents bilans? Comme avec nos logiciels, c'est pas possible d'étudier l'ensemble des FPH. On n'a pas, il n'y a pas d'intelligence artificielle encore qui fait ça, mais on travaille dessus justement Mm. pour arriver à identifier plus les thématiques principales. Donc, on a fait ça sur un échantillon d'une soixantaine, pardon, de FPH. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était les fêtes de quartier et les actions de promotion de la santé. Donc c'était marrant. Ouais. En tout cas, enfin, je m'y attendais pas, on s'y attendait pas. Et donc voilà ce qui ressortait principalement. Mais c'est vrai que les fêtes de quartier et les animations de quartier, c'est principalement ce qui est proposé, puisque les animations, pardon, les animations culturelles et sportives sont aussi beaucoup financées dans le cadre du contrat de ville Oui. et dans le cadre de quartier d'été aussi. Donc ça s'explique, c'est logique. Oui, et même les sorties familiales aussi qui sont des exemples en fait d'actions qui peuvent être portées par le FPH. Et on se dit dès lors qu'ils sont portés par les habitants, quoi. C'est vraiment le plus important, quoi. Ce qui peut être aussi intéressant à voir justement sur la question des fêtes de quartier notamment, Mm. c'est de voir si c'est aussi des territoires où il existait auparavant des dispositifs de participation, si c'est des territoires entrant dans la politique de la ville depuis 2014, parce qu'on sait qu'en fonction de la présence associative sur le terrain, l'animation de quartier est forcément pas exactement la même. Je vous fais remonter encore deux questions que nous avons dans le chat. Le délégué du préfet doit-il être invité au comité d'attribution? Et est-il possible de mobiliser un FPH dans le cadre d'un chantier participatif du type remise en état du mobilier urbain? Alors, pour la première question, oui, évidemment, le DP peut être. Et ça, c'est inscrit dans dans la circulaire ou dans la charte de fonctionnement, vous le verrez, c'est très clair, donc oui. Et je crois qu'elle est écrite, la question sur le chantier participatif, je veux bien la lire, pardon. Pas de Euh, souci. je Et descends. juste une question, Eléa, de précision. Est-ce que c'est une obligation sur le délégué du préfet ou est-ce que c'est une possibilité? Alors, l'obligation, c'est un représentant de l'État. Ok, Voilà. voilà. Enfin, que ce soit bien clair pour tout le monde, du coup. Voilà, c'est un représentant de l'État. Donc, Très bien. Bah, le fait que, comme le disait Léa, il y a une dimension financière du BOP 147, effectivement, ça paraît assez logique comment ça se travaille, quoi. oui, oui, oui. Euh, et
aussi, enfin, c'est pas forcément les financeurs qui sont au comité d'attribution. Voilà. Mm. C'est les acteurs du quartier également. Et c'est important. Et ça reprend l'esprit de la circulaire de 2000, justement. On n'est pas sur un D'accord. côté financeur. Alicia, vous avez levé la main. Est-ce que c'est, j'imagine, une question en lien avec la question de l'État? Je peux peut-être répondre, pardon, avant au chantier participatif, j'ai pas répondu. Pas de J'y souci. vais. Alors, je pense que je réfléchis. Pardon, c'est une articulation de dispositifs. Je pense que les actions peuvent être proposées dans le cadre. Il faut faire un lien entre le chantier participatif et le FPH. Vous mettez en place un FPH, mais le FPH ne peut pas être dédié au chantier participatif. Si l'axe du chantier participatif, c'est seulement remis en état du mobilier urbain, puisque les axes du FPH sont beaucoup plus larges. Donc, à mon sens, pour pas qu'il y ait un dévoiement du dispositif et puis que les habitants puissent proposer d'autres actions, Mm. il est possible, dans le cadre du FPH, de faire une demande pour financer une action qui permettrait de remettre en état le mobilier urbain. Je ne sais pas si c'est assez clair ou si vous voulez qu'on échange là-dessus. Non, c'est clair, merci, oui. Non, on a mené, à titre d'exemple, je suis Monsieur Fournet, pardon, Bonjour. responsable du service proximité, et donc j'interviens dans le cadre de la QPV, dans le cadre et je suis copilote d'une commission vie quotidienne. Donc le FPH, on a entendu parler, on a une médiatrice au centre socioculturel qui gère cette partie, mais j'avais intérêt à participer à ce temps d'échange. Et effectivement, on a mené un chantier participatif un peu global avec une vingtaine de riverains, donc avec du lien social, il y a après un petit goûter qui a été proposé, donc c'était assez sympa. Et l'idée, c'est effectivement, on a remis en état des lattes de bois sur des bancs, on a déplacé des bacs à fleurs, d'un bac à fleurs, on l'a transformé en jardin, mini-jardin potager. Enfin voilà, c'était un petit peu un chantier un peu global. Donc voilà, l'idée c'était de savoir si on pouvait mobiliser le FPH. Bah oui, oui, mais enfin, le FPH ne doit pas être le chantier participatif. Bien C'est ça sûr. l'idée. Voilà. D'accord. Alicia, vous aviez levé la main tout à l'heure. Est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole? Oui, c'était aussi pour une question du coup, mais c'était un peu long à écrire du coup. Euh, je suis pas sûre d'avoir tout compris. En fait, nous, on est la ville de Mulhouse, on aimerait le mettre en place. Moi, je suis le service soutien à la vie associative, donc bon, j'entends bien qu'il faut plutôt que ça se passe par le service politique de la ville. Euh, Pas forcément, ok. Non, pas forcément. Habituellement, ça se passe comme ça, mais on n'est pas nécessairement, non. Ok. Et du coup, pour le financement, nous, on a déjà un peu contacté la CAF et l'État, donc on serait trois à financer. Mais on avait contacté une structure porteuse, une association en fait, pour qu'elle puisse, elle, verser les financements du coup aux collectifs qui sont pas formés. Est-ce que du coup, ce financement, il pourrait être en direct, par exemple, du service politique de la ville au collectif ou on est obligé d'avoir une structure porteuse? Alors, qui porterait le FPH? Oui, c'est ça. Bah, du coup, on pensait qu'il fallait passer par une structure associative, alors Non, que si le service politique de la ville peut le faire, c'est top. Enfin, du coup, la circulaire dit que c'est la collectivité ou une association qui peut ok, porter le FPH. ok, super. Merci. Donc, vous pouvez. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de reversement, en fait, qu'on ne reverse pas au collectif d'habitants, que ce soit la structure porteuse qui paye directement. Mm. C'est l'idée. D'accord, ok, sur facture et du coup pas au collectif. Ok, super. Merci. Autre question dans le chat, peut-on mobiliser le FPH pour payer un prestataire qui pourrait animer une consultation pour réaménager un lieu public dans le quartier? Le FPH, en fait, il se fait dans le cadre d'un comité d'attribution et à vous de juger de la pertinence des projets. Si ça implique les habitants à la fin, je connais pas le dossier, c'est difficile. En tout cas, on peut pas se dire d'ores et déjà que effectivement ce dossier sera financé parce qu'il faut discuter, vous, avec votre comité d'attribution pour savoir si c'est pertinent, si ça implique les habitants et si ça a un effet sur le quartier à la fin. Donc, c'est un peu difficile de répondre comme ça. Moi, je suis pas
contre de prime abord, mais il faut voir le projet et ce qu'en pensent aussi les autres acteurs du comité d'attribution. Mon plan. Muriel, tu voulais réagir? Oui, effectivement, c'est lié au contexte. Ce qui est intéressant, c'est quand ce sont des habitants, par exemple, qui sont sollicités pour s'exprimer sur un aménagement, et en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément la connaissance technique. Et en fait, ils avaient sollicité une expertise extérieure, et du coup, c'est vraiment la demande des habitants en tant que tels. C'est pas tout à fait la même chose qu'un prestataire, en plus à 2 000 €, un mois de 2 000. C'est bon, voilà, ça peut être aussi, travailler avec eux, par exemple, sur une maquette, et cetera. On a eu des choses de ce type-là que je trouvais intéressant, mais effectivement, comme, Eléa le disait, il faut que ça soit, partir des habitants quand même. C'est pas quelque Oui, chose qu'on impose, ou, pour, le risque, c'est, d'utiliser de la «prestation» entre guillemets, au titre du FPH, et que ça soit bien utilisé au regard des habitants. Mmh. oui, on dit bien que les projets, il faut qu'ils soient initiés vraiment par les habitants, quoi. Par et porté plus ou moins par eux. Et Enfin, par- c'est-à-dire que oui, on peut pas payer quelqu'un avec un FPH, quoi. C'est ça. C'est pas Ouais, une rémunération de... c'est, Oui, euh, pardon, moi, je veux allez-y. pas exclure. Allez-y, pardon, parce que je crois que la personne qui a posé la question veut. Je veux réagir, ouais, ouais. Vas-y, Adriana, tu peux ouvrir ton micro. Oui, merci, merci. En fait, j'ai essayé de raccourcir la question, mais en effet, cette envie de réaménager la place centrale du QPV Marais est partie d'une demande des mamans, surtout d'un groupe de mamans habitantes dans les quartiers, dans le cadre des quartiers 2030 l'année dernière. Donc, ça a été inscrit dans le plan d'action du quartier et du coup, la ville s'est portée et en fait, elle a voulu accompagner cette démarche. Et l'année dernière, on a débloqué des fonds pour que, parce qu'on n'a pas cette ressource en interne, on a débloqué des fonds pour pouvoir et pour que ces mamans puissent être accompagnées d'un designer et d'espace et graphique avec qui on a déjà travaillé sur un autre parc dans le QPV. Et du coup, la ville a débloqué. Et en deuxième temps, pour compléter la prestation, parce que c'est une prestation, hein, du coup, on a pu débloquer, enfin, on s'est mis en lien avec le centre social et culturel du quartier qui a déposé dans l'appel à projet Contrat des villes. Donc, on a monté le financement de cette de concertation comme ça, ville, État et Eurométropole. Mais pour des prochaines et chantiers ou des prochaines, évidemment, envies des habitants, j'ai bien compris, il faut que ça parte des habitants. Donc, est-ce que dans ces cas-là, ça coche ou ça coche pas le FPH? Merci. Bah là, quand vous le décrivez, c'est plus clair et ça Mhm. me semble vraiment plus à l'initiative des habitants. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas être catégorique sur la réponse parce que j'imaginais qu'il y avait éventuellement une démarche des habitants derrière et c'est ça l'esprit. Et c'est pour ça au regard de la circulaire, de la charte de fonctionnement, quand les projets vous arrivent, vous en discutez dans le cadre du comité d'attribution et je pense que votre lecture sera la bonne nécessairement et dans l'esprit du FPH. Bettina, avant de vous donner la parole, je relate un message, une question qui était posée dans le chat. Avez-vous étudié la façon dont se sont mobilisés les collectifs d'habitants qui ont déposé et bénéficié d'un FPH via une structure porteuse? Comment se sont formés ces groupes hors association et hors conseil citoyen? Euh, c'est une bonne question parce que c'est un des enjeux pour nous. C'est quand ça commence comme ça. Euh, non, mais c'est un des enjeux pour nous dans le cadre de l'évaluation de la participation des habitants au regard de la circulaire qui est parue sur les FPH et puis des nouveaux contrats de ville. Toutefois, c'est difficile de répondre hors association parce que je sais que ce sont des collectifs qui se sont formés grâce aux centres sociaux aussi, que ce sont des collectifs qui se sont formés, non, qui ne se sont pas formés, mais qui en tout cas, ce sont des conseils citoyens aussi, parce que les conseils citoyens peuvent proposer des projets dans le cadre du FPH, c'est pas interdit. Ce qu'il ne faut pas, c'est financer leur fonctionnement, ça non. Euh, et puis, ça peut être d'autres collectifs informels, comme des tables de quartier aussi,
Et là, c'est pas de l'asso, c'est pas des associatifs, c'est des habitants du quartier qui viennent dans des collectifs plus souples que les conseils citoyens. Et ensuite, c'est du bouche à oreille principalement. Mais oui, c'est vrai que ce sont les acteurs du quartier qui arrivent à former des collectifs d'habitants et les conseils citoyens aussi qui arrivent à faire la promotion du dispositif. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vu. Je pense notamment au Creusot où ça marche bien, où c'est le conseil citoyen qui a permis de faire connaître le dispositif et aussi de s'en saisir. Donc, Et par le biais des associations aussi qui peuvent mm, faire du porte-à-porte, notamment comme certaines structures comme Bois Malin qui font en fait du porte-à-porte pour aller vers les habitants C'est ça. et mobiliser en fait un collectif d'habitants. Merci beaucoup. Bettina, je vous laisse réagir, intervenir. Oui, donc je voulais dire, nous, on fonctionne de la manière suivante. Donc, le comité d'attribution ou de gestion, nous avons un représentant de travailleur social, un représentant d'une association, un représentant du conseil citoyen, le syndicat d'initiative aussi et l'adjointe à la politique de la ville. Et puis, donc, les dossiers sont instruits par le service politique de la ville. On se rassemble 3 fois par an, on a des dates. Donc, nous, le service politique, on instruit les dossiers. Et disons, en début d'année, on envoie un flyer, une information à toutes les associations dit que le dispositif FPH existe. On a un relais au niveau de la médiatrice sociale, l'animatrice du conseil citoyen qui relaie le message. Et puis, c'est vrai qu'on a un bon retour. Là, par exemple, la semaine dernière, il y a un habitant qui souhaite faire une fête de rue, quoi, en quartier politique de la ville, qui demande un soutien. Donc là, j'attends le dossier et on doit dire, bon, la seule chose qui pêche, c'est qu'on n'avait pas de représentant de l'État. On vient de s'apercevoir qu'on n'avait pas, on n'a pas de représentant, la déléguée du préfet, on va l'inviter, quoi. Il cofinance? Comment? Oui, 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 parce qu'on le présente sur le contrat de ville. Sur le BOP 57, c'est la ville qui finance et l'État. Donc oui, oui. Et puis même pour les relais, ça peut être, enfin, elles peuvent se mobiliser pour relayer aussi l'information et envoyer aussi à leur réseau associatif. Donc voilà. Mm. Bah, merci pour cette présentation de comment ça se passe chez vous. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai plein, mais je laisserai d'abord intervenir les personnes. Alors, Adriana, tu voulais encore intervenir visiblement et nous avons une question dans le chat. Le conseil citoyen est-il obligatoire pour mobiliser un fonds de participation des habitants? Alors, dans quel sens votre question, s'il vous plaît, est-il obligatoire? C'est-à-dire, doit-il forcément participer au comité d'attribution? Doit-il forcément proposer des projets? Dans quel sens? Doit-il être obligatoire, effectivement, pour proposer des projets en vue de mobiliser le FPH? Non, Très bien. non. Parce que je vois sur la ville de Saint-Dizier, à titre d'exemple, on a du mal à le mettre en place. Alors, je ne sais pas où ça bloque exactement. Et donc, ma question, c'était de savoir si on pouvait travailler sans conseil citoyen. Je pense qu'il faut le proposer Mhm. au conseil citoyen, puisque ça fait partie, enfin c'est quand même ils doivent, dans le cadre de la loi Lamy 2014, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais qui consacre la participation des habitants, ça reste une instance obligatoire aux différents comités de pilotage de la politique de la ville. Donc il faut le proposer au conseil citoyen, et si vous n'arrivez pas à mobiliser, euh, c'est différent, mais je pense qu'il faut quand même que vous ayez un écrit en proposant au conseil citoyen de participer ou en l'informant de ce qui se passe, en tout cas. Mais c'est pas Mais obligatoire. ça reste une instance obligatoire, vous m'avez dit, excusez-moi. Ah bah c'est la loi. En tout cas, D'accord. voilà. Il faut assister aux instances, hein. C'est la loi de 2014. C'est l'AMI, d'accord, ok. Oui, oui, oui. Vous pouvez aller voir l'article 7. Adriana? Oui, c'était aussi un lien avec les conseils citoyens. Nous n'avons pas de conseils citoyens dans les QPV. Et cependant, nous avons pris la décision au niveau de la ville de soutenir des conseils de projets.
Donc, des conseils des projets qui sont en lien avec le plan d'action territorial et qui sont évidemment qui reprennent aussi les idées des habitants pour le quartier. Donc, ça, c'est notre première, on va dire, feuille de route. Dans les cas où nous n'avons pas les conseils citoyens et qu'on a du coup des petits collectifs, on va dire, d'habitants qui se mobilisent pour, par exemple, cette place du Marais, je me demandais si on voulait faire monter en compétence ces mamans pour qu'elles continuent à proposer d'autres projets ou qu'ils montent en compétence, par exemple, pour faire participer davantage d'habitants, est-ce que l'FPH peut servir à les former à la participation? Alors déjà, concernant votre contexte, vous n'avez pas de conseil citoyen et vous appelez les collectifs d'habitants, c'est des conseils de projet, c'est ça? Oui, Alors je rebondis parce qu'il y a aussi une remarque dans le chat. Si les conseils citoyens restent obligatoires, les différents décrets de délégalisation qui sont parus ne délégalisent pas les conseils citoyens et délégalisent, pardon, d'autres dispositions, ceux de novembre. Donc les conseils citoyens restent obligatoires dans le cadre de la politique de la ville. Et ils sont réaffirmés, c'est les décrets 1036 et 1037 de novembre 2024, et ils restent centrales dans le cadre de la participation des habitants. Donc légalement, j'entends bien, et je dis bien légalement, et ça c'est juste un cadre que je donne, c'est qu'aux instances de pilotage et dans le cadre de la politique de la ville, vous devez avoir des conseils citoyens qui participent. Si ce n'est pas le cas et qu'en fait on décide d'attaquer l'État, OTA, parce qu'il n'y a pas de conseil citoyen, je donne des idées à personne, mais c'est possible. C'est en cela que c'est dangereux. Parce que c'est seulement le cadre légal et que en dehors, on prend quelques risques. Donc, et aussi parce que ça assoit la participation des habitants et que ça permet aussi une représentation, pardon, de l'expertise d'usage, mais pas de l'élu, parce que c'est l'élu qui représente, c'est pas le conseil citoyen qui représente les habitants, mais en tout cas de faire valoir une expertise d'usage et de faire remonter les problématiques du quartier. Euh, et pardon pour la suite de votre question, vous demandiez s'il était possible de Mobiliser mobiliser. le FPH pour de la formation Mais ça, c'est pour les habitants. moi, je vous répondrai la même chose que pour le prestataire. Je ne sais Oui, pas oui. quelle est l'action, comment elle est portée par les habitants aussi. C'est pas. Est-ce que c'est à l'initiative des habitants? Est-ce que c'est à l'initiative en fait du prestataire, cette formation? Après, tout dépend en fait le projet, comment il Voilà, est bâti. ça, oui, c'est ce que vous dit Nadia. C'est si ça vient de votre initiative et que c'est pas un projet proposé par les habitants, je trouve que c'est dévoyer le dispositif aussi. bien sûr. Donc Moi, voilà. j'avais compris dans les textes et tout ça que quand même le FPH devait aussi être mobilisé dans des projets qui servent, entre guillemets, l'intérêt général du quartier. Enfin, que ça peut pas Mm, être à destination d'une seule personne ou d'un seul groupe de mm. personnes. De la même manière, un fonds de participation des habitants ne peut pas être Je versé trouve qu'on sur s'en un éloigne. compte. Mm. Ouais, voilà. Et de la même manière, ça peut pas être versé sur un compte d'une personne individuelle, par exemple, puisqu'on est censé quand même garantir oui, l'intérêt général du quartier, ou en tout cas le vivre ensemble, enfin tout ça, quoi. Donc Moi, je c'est vrai trouve qu'on que s'en éloigne. Honnêtement, sur la formation, je pense qu'on s'en éloigne aussi. Ouais. Après, vous avez les formations que vous pouvez proposer. Est-ce que vous êtes en renouvellement urbain? Mais vous êtes la ville, c'est ça? Oui, Ouais, il y a des formations à l'ERU si vous êtes en renouvellement urbain à proposer. Mais là, c'est pour les conseils citoyens. ouais. Et d'où l'intérêt, c'est que en tant que conseil citoyen, c'est vrai qu'il y a plus d'accès à des formations parce que il y a un arrêté préfectoral qui dit que vous êtes conseiller citoyen et donc vous pouvez faire valoir ça auprès notamment de votre employeur et participer à des formations financées par l'État. Enfin, oui, parenthèse oui. fermée. On Ça, a, on a- oui, mais juste pour finir, hein, on avait des conseils citoyens, mais qui se sont effrités au fil de Hmm. temps, en fait. Et on a fait des études avec des étudiants de l'Université de Strasbourg, et pour justement, qui constatent la faible puissance, enfin, la difficulté de mobiliser justement sur un conseil citoyen. Et du coup, c'était un peu le pari de faire des conseils des projets qui sont du coup beaucoup plus euh,
dynamique, etc. Mais je comprends très bien ce que vous avez expliqué par rapport à l'obligation. Après, Adriana, sur la question, pardon, des conseils citoyens, on aura aussi l'occasion d'y revenir. Ah bon. Au cas où, pour tout le monde, il y a un conseil interministériel des villes qui est prévu prochainement. Possiblement, il y aura des informations aussi sur la participation des habitants. Donc, on pourra peut-être y revenir plus en détail peut-être dans un autre cadre plus spécifique sur la question des conseils citoyens, parce qu'il y a quand même un enjeu dans différents territoires de remobiliser ou de remettre en place effectivement l'instance. Après, quand on dit conseil citoyen, c'est pas forcément sous le format, ça aussi, il faut le garder en tête, de ce qui a été pensé en 2014. On a quand même des marges de manœuvre, en fait, pour mettre en place les conseils citoyens. Oui. Donc, c'est là où il y a un intérêt justement à y réfléchir, collectivité, État, structure porteuse, assaut de terrain, enfin, pour aussi peut-être façonner le cadre des conseils citoyens tout en restant dans ce qui est légalement admis. Muriel, tu voulais réagir? En complément, effectivement, il y a ce qui a été évoqué, Léa, c'est qu'on reste sur un principe d'avoir un conseil citoyen. Il y a un assouplissement du cadre en tant que tel et du format. Pour autant, il y a toujours cet enjeu de la participation citoyenne en tant que telle. Ça veut dire aussi, et les textes, les différents articles circulaires, etc. Et on attend donc le texte qu'évoquait Eléa au démarrage, c'est aussi de présenter qu'on peut avoir d'autres formats à côté en tant que tel. Donc, effectivement, après, je pense qu'il y a un enjeu de règlement intérieur pour le fonds de participation des habitants, enfin un cadre qui, du coup, doit s'adapter au territoire avec l'attention quand même toujours que ça soit les habitants, que ça parte des habitants, les habitants des quartiers politiques de la ville au bénéfice d'eux-mêmes, quoi. Enfin voilà, comment on pense cet élément-là en tant que tel. Après, sur le Grand Est, on a au moins un gros quart des territoires qui n'ont plus de conseils citoyens. Et dans le travail que nous avons apporté sur les territoires, dans le cadre de l'accompagnement des contrats de ville, on a insisté quand même sur la nécessité de définir un cadre de la participation citoyenne pour les habitants. Et on constate que pour les grandes collectivités, on a une vraie difficulté des conseils citoyens parce que souvent, ils ont d'autres instances et ça a amené des difficultés. C'est des fois plus facile, entre guillemets, sur les villes moyennes et les petites villes de conserver des conseils citoyens ou à tous les cas des habitants impliqués. Mais peut-être, je me permets, mais c'est vrai qu'avec Nadia, on aurait plein de choses à vous dire là-dessus, mais on s'éloignerait peut-être un peu du sujet aujourd'hui et on pourra réintervenir à ce propos sans difficulté et répondre aux questions sur les conseils citoyens, pas de problème. Oui, je pense que ça peut valoir le coup de se refaire une vidéo d'une heure et demie, juste pour préciser le cadre actuel, où en est l'état de pensée de tout ça. Juste une CIV, comme question. tu disais. Oui, voilà, après le Après le CIV. CIV peut-être, ou la sortie du document qu'on attend. La circulaire et puis les mesures du CIV, on pourra effectivement faire une réunion spécifiquement sur Ouais. les conseils citoyens parce que c'est vraiment autre chose, comme le dit Léa, on s'éloigne un peu du sujet du fonds de participation. Donc, on pourrait bien évidemment faire cette réunion pour vous donner plus d'informations sur le rôle du conseil citoyen et ce qui est mis en place. Dans le chat, la subvention attribuée doit être toujours versée par l'intermédiaire d'une association ou non. Nous demandons aux habitants de passer par le centre social qui dépose le dossier. Nous ne versons pas la subvention directement à l'habitant. Oui, c'est ce qu'on disait. On ne verse pas une subvention FPH sur un compte personnel de quelqu'un. Oui, Sauf erreur de ma part. c'est une Mais- collectivité territoriale ou une association qui peut être structure porteuse des fonds et pas un habitant. Merci beaucoup. Sur le format, pardon, le noyau dur d'habitants permanents pour le Conseil citoyen, donc on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres temps d'échange, mais je pense que oui, il faut quand même un petit noyau dur. Enfin, à voir, à repréciser, voilà. Juste en réaction, merci Eléa d'avoir transféré là les différents décrets. De toute façon, on vous mettra à disposition
différentes ressources, hein, du côté de l'ORIF, ça fait aussi partie de nos missions, hein. Donc, tout ce qui est cité là dans nos visios, on vous le remet ensuite dans les PowerPoint ou autres. Vous aurez accès à tout ça. Moi, j'avais juste une dernière question, peut-être. Je vois qu'il est déjà 11h48. Quelles seraient les raisons d'un refus de financement d'un projet au titre du FPH? Je pense que c'est vraiment l'impact sur le quartier qui doit être mesuré. Et c'est pour ça D'accord. que quand vous avez parlé de formation, je trouvais qu'on s'en éloignait. Je dis pas que ça n'a pas d'impact et que c'est pas nécessaire. Nous, on pense que c'est nécessaire de former les habitants à la participation. Mais en l'occurrence, le fonds de participation des habitants a vocation à quand même concerner les habitants du quartier en général et à avoir certains effets. Ça peut être l'ouverture d'un lieu, une journée, ça peut être une action sportive le temps aussi d'une journée, la diffusion, je sais pas, et aussi en lien avec les autres démarches participatives. C'est ça qu'on n'a pas précisé. C'est que si dans le cadre d'un FPH, un collectif d'habitants dit bah, nous, on aimerait s'associer à telle structure pour monter notre projet qu'on trouve pertinent. Je sais pas, ça peut être un film un soir dans le quartier qui est diffusé, ce qui se fait. Enfin, moi, je connaissais l'action via des conseils de quartier. Mais oui, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que ce soit. Et c'est aussi parce qu'il y avait cette question-là dans la trame que vous m'avez transmise, Lorive. C'était justement, est-ce que ça doit forcément être dans le quartier? Nous, on le préconise parce que c'est là où on arrive à toucher les habitants des quartiers nécessairement. Mais ça ne veut pas dire que si c'est parce que c'est hors le quartier, ça ne les touche pas. Mais voilà, c'est vraiment de l'appréciation. Mais c'est vrai que réfléchir, enfin, penser à l'envers, cette question, elle est intéressante. Merci beaucoup. Est-ce que il y aurait une ou deux dernières questions parmi les participants? Moi, j'ai peut-être une dernière chose Bien sûr. à dire, c'est qu'on est prêt, enfin, nous, on est prête, comme si c'était... on souhaite se déplacer, nous, pour voir aussi les actions, ce que vous faites, la mise en place du fonds de participation des habitants, ce que ça peut générer sur le quartier, rencontrer des collectifs d'habitants, conseils citoyens et autres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous proposer, on sera ravis de venir. Je vous remercie beaucoup. J'espère Merci que à ça vous. vous a été utile et puis on se revoit du coup en avril. Voilà.